Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La valse des âmes de Bernard Werber, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, nous allons rencontrer Eugénie Toledano, 23 ans, étudiante en histoire à la Sorbonne. Cette jeune fumeuse aux cheveux longs roux et aux yeux bleus est en couple avec Nicolas Ortega, lui aussi étudiant en histoire à la Sorbonne. Ce ténébreux révolté se prend pour le nouveau Che Guevara. Il milite au sein d'un nouveau parti d'extrême gauche nommé le PNS, le Parti néo-stalinien. Il est aussi le leader d'un groupe de hard rock, les Enragés, avec lesquels il hurle sa colère contre le monde capitaliste. Eugénie croit fermement en la révolution contre la société bourgeoise. Elle veut changer le monde où les gens sont exploités et où l'on voit de plus en plus de gens à la rue en luttant contre les nantis. Mais si elle est pleine de convictions comme son chéri, elle n'est peut-être pas aussi révoltée que lui, même si par amour, elle suit Nicolas dans ses entreprises révolutionnaires, et ce, même quand leurs actes sont sanctionnables par la loi française. Dans ses actes, elle épouse l'adage qui veut qu'à 20 ans, il faut être bête pour ne pas être révolutionnaire. Quand nous la rencontrons, elle patiente avec son père René, 57 ans, professeur d'histoire à la Sorbonne, dans une salle d'attente de l'Institut Curie à Paris. Sa mère Mélissa vient d'y être admise en urgence suite à un malaise dans la rue. Quand une infirmière vient les chercher, Mélissa est réveillée mais faible. Elle est cependant très désireuse de parler sans être interrompue par ses proches. Elle revient tout juste d'un voyage intérieur expérimental où elle a pu visiter la bibliothèque akashique, là où, d'après la tradition bouddhiste, tous les destins sont mis par écrit et conservés. Durant cette visite, elle y aurait vu la prochaine apocalypse. Les 5 doigts de la main de l'ombre vont former un point puissant qu'il compte abattre avec force sur le monde le 13 octobre prochain, soit dans 5 petits jours. Elle explique à Eugénie qu'elle doit trouver de quoi former les 5 doigts des guerriers de la lumière afin de contrer l'attaque visant à faire s'effondrer le monde dans le chaos, comme c'est déjà arrivé par le passé. Pour ce faire, elle va devoir apprendre la vie et trouver son âme sœur, car toutes les réponses se trouvent dans le passé. Avant de s'effondrer d'un nouvel arrêt cardiaque, Mélissa supplie René de former leur fille. Quand le professeur Ganesh Kapoor, oncologue, revient vers eux, il leur annonce que Mélissa souffre d'une tumeur cardiaque et qu'il a préféré la plonger dans un coma artificiel le temps de réfléchir aux différents traitements possibles. Père et fille rentrent à l'appartement de René et après avoir commandé des pizzas, débriefent. René lui explique tout d'abord ce qu'est la vie, le voyage intérieur expérimental. Cet acronyme a été inventé par sa mère pour parler d'hypnose régressive. Cette technique psychologique permet de voyager dans ses vies passées. Il a été initié par une artiste du nom d'Opal et après avoir été convaincu, il a performé sur une péniche salle de spectacle du nom de la boîte de Pandore pendant des années avant de ne plus pouvoir, suite à son AVC. Il lui explique avoir visité ses vies antérieures avant de se rendre compte de l'incongruité de ses propos. Pour appuyer ses dires, qu'il sait difficile à croire quand on n'a pas fait soi-même l'expérience du voyage, il lui apprend que son grand-père maternel, Alexandre Langevin, ancien président de la Sorbonne et professeur d'histoire qu'elle respecte tant, est lui aussi un voyageur du passé. Eugénie sait depuis longtemps que ses parents sont des originaux, mais elle ne se doutait pas de l'ampleur de leur atypisme. Qu'à cela ne tienne, elle décide de faire un essai, car il n'y a que comme ça qu'elle pourra réellement se faire un avis. Son père l'accompagne donc dans sa première descente. Les 10 marches du lâcher-prise, puis l'ouverture de la porte sur le couloir des portes de vis antérieures. Eugénie a 108 portes dans son couloir, et se dirige vers celle supposée répondre à la problématique de Mélissa. La porte numéro -1 s'illumine. Elle l'ouvre et est projetée dans un monde neuf. Elle apprendra plus tard qu'elle est retournée 120 000 ans en arrière, sur les terres de l'actuel Israël, dans une tribu néandertalienne. Son père, le conteur et sorcier du groupe, s'appelait Auriculaire, le chef de sa tribu s'appelait Majeur, et elle s'appelait Pouce. Elle serait à l'origine de l'écriture sur peau, de la conservation des écrits des premiers rites funéraires. Son ancêtre aurait découvert le feu. Après un premier et un second voyage, Eugénie rentre dans son appartement, sous les toits, retrouver Nostradamus, son chat noir aux yeux jaunes. Impatiente de savoir la suite de la vie de Pouce, donc de sa première vie, elle entame son 3e voyage toute seule. Elle va y apprendre l'origine de la main de l'ombre. Sa mère est toujours dans le coma et les nouvelles du docteur ne sont pas très encourageantes.
À la fac, son nouveau cours sur l'intelligence artificielle appliquée à l'histoire du séduisant professeur Raphaël Hertz va lui ouvrir les portes du savoir moderne sur ses voyages dans ses vies passées. Que va-t-elle apprendre grâce au logiciel 5W ? Ses anciennes vies vont-elles vraiment lui permettre de solutionner l'apocalypse prévue dans 5 jours par sa mère ? À vous d'entamer votre voyage pour le découvrir. Un circuit qui débute dans une tribu de la préhistoire, puis qui nous emporte dans l'Égypte des pharaons pour ensuite nous emmener dans la cité Bénarès avec Pythagore avant de nous ramener enfin à Paris de nos jours. Encore une fois, des références aux autres titres déjà publiés de l'auteur sont faites, avec des thématiques plus ou moins redéveloppées de l'Empire des anges, des Thanatonautes, de la trilogie des fourmis et des chats. Une lecture dynamique, mais quelque peu répétitive à mon goût. C'est dommage. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 30 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine!